C'est un métier où il faut se réinventer en permanence. C'est un métier qui réclame beaucoup d'humilité, beaucoup de volonté de servir, mais dont je crois la noblesse est d'abord et avant tout d'être au quotidien au service de nos compatriotes. 下午好，你好，很高兴认识你。我很高兴认识你。你在哪里学汉语的？我在法国图卢兹的。你住在图卢兹，你是在图卢兹出生的吗？对，好，我在。是一个很美的城市啊，特别喜欢这个城市的图卢兹。而且呢，我们的中国朋友们呢，他们非常喜欢这个城市呢。现在呢，中国人的旅游在图卢兹越来越多，所以我很高兴今天有这个机会跟你见面，跟你谈话。我很高兴。Je peux donc maintenant vous demander de vous présenter, Monsieur l'ambassadeur. Volontiers. Donc je suis Bertrand Lortolari, je suis ambassadeur en Chine depuis bientôt 2 ans, ce qui est un pays où j'ai déjà eu l'occasion de servir comme diplomate antérieurement, comme conseiller à l'ambassade il y a un peu moins de 20 ans. C'était également un pays dans lequel j'avais séjourné comme étudiant et comme stagiaire de l'ENA. Donc c'est un pays que j'ai vu changer au fil du temps et un pays auquel je suis très attaché naturellement, probablement notamment pour cette raison-là. Et avant d'être en Chine, j'ai eu un parcours comme beaucoup de mes collègues qui m'a conduit à alterner des postes à Paris et des postes à l'étranger. Mes postes à l'étranger ont été en fait en Asie et aux États-Unis. 2 fois aux États-Unis, à Washington, à New York, 4 ans dans chacune des 2 villes, et puis en Asie, à Jakarta, à Hanoï et donc à Pékin comme je vous le disais. Oui. Et donc vous-même vous êtes étudiant? Exactement, je suis étudiant à Sciences Po Toulouse en relations internationales en 5e année. Donc j'ai pour projet de poursuivre dans la voie diplomatique. Très bien, qui est un parcours avec évidemment quelques années et même davantage de distance, qui est un parcours que j'ai un peu suivi aussi quand j'étais étudiant, donc je suis assez familier des réflexions que j'imagine vous avez de votre côté aujourd'hui. Alors j'aimerais commencer par une première question sur le mandarin justement, la langue chinoise. D'abord pourquoi ce choix, pourquoi cet intérêt pour l'Asie et particulièrement la Chine, et d'autre part en quoi ça a pu enrichir votre expérience en Chine de pouvoir parler, de maîtriser le mandarin. Alors en réalité, ce qu'il faut peut-être que je commence par dire, c'est que le choix de l'apprentissage du chinois à ma génération était peut-être moins spontané qu'il ne peut l'être aujourd'hui, tout simplement parce que la Chine n'avait pas la visibilité dont elle bénéficie aujourd'hui, et que quand on voulait apprendre une langue, disons, extra-européenne à ma génération, ce qui était ma motivation parce que c'était pour moi un moyen de découvrir le monde et de comprendre d'autres cultures, eh bien spontanément on pensait à la langue russe, on pensait à l'arabe, on pensait au japonais pour ce qui concerne l'Asie, on pensait beaucoup moins au chinois. Mais il se trouve que j'avais lu beaucoup de choses sur la Chine quand j'étais enfant et adolescent. D'accord. Et donc très naturellement je me suis inscrit au Langzhou pour apprendre le chinois en complément des études que je conduisais par ailleurs. Et pour répondre à votre question, je crois qu'effectivement pour un diplomate, quand on est dans un pays dont on parle la langue, ou en tout cas dont on montre qu'on a fait l'effort d'apprendre la langue, c'est un atout probablement à 2 titres. Le premier, c'est que l'apprentissage de la langue vous ouvre une porte sur davantage que la langue elle-même, mais sur la culture et la civilisation du pays. Et puis parce que naturellement, et on le sait bien, quand un étranger parle sa propre langue, on établit un lien plus immédiat avec lui ou avec elle. Et
nous, ici en France, on est toujours heureux quand des touristes qui viennent du monde entier s'adressent à nous dans notre langue. Bon, Oui. donc ça, c'est une vérité universelle et pour les Chinois, c'est tout aussi vrai. Et donc, ils sont heureux de voir que des diplomates, des étrangers s'intéressent à leur langue, à leur culture, à leur civilisation, à leur histoire. Et donc ça, je pense, ça génère une sympathie immédiate et une qualité de contact peut-être un peu supérieure à ce qui existe si cette affinité de langue n'existe pas au départ. Quels sont selon vous les défis de l'apprentissage du chinois et quels conseils donneriez-vous à un jeune ou à un moins jeune qui souhaiterait apprendre la langue? Alors on dit évidemment toujours que le chinois est une langue difficile. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais quand on dit ça, ça peut paraître un peu décourageant. Donc moi, je préfère dire que c'est une langue qui exige de la patience. Et que vous savez, il y a cette légende chinoise que tous les Chinois connaissent qui s'appelle quand Yukong, le vieux Yukong déplaçait les montagnes. C'est un vieux paysan qui un jour s'en va avec sa pelle, puis on lui demande qu'est-ce que tu vas faire, le vieux Yukong. Et il dit je vais déplacer la montagne parce qu'elle est devant ma fenêtre. Tout le monde se moque de lui. Et puis jour après jour, eh bien, il arrive pelleté après pelleté à déplacer la montagne. La tâche n'est évidemment pas la même, mais l'apprentissage quotidien de la langue chinoise, qui paraît hors de portée quand on débute, au fil du temps, eh bien, on s'aperçoit que, comme dans toutes les autres langues, on finit progressivement par en acquérir les bases. Je pense qu'en plus, c'est peut-être un petit peu moins difficile aujourd'hui d'apprendre le chinois que ça ne l'était antérieurement, tout simplement pour des raisons de technologie. Aujourd'hui, pour apprendre, quand on veut apprendre un caractère, il suffit de le tracer sur son smartphone et tout de suite vous avez l'indication de ce que c'est. À ma génération reculée, il fallait utiliser un dictionnaire et vous avez peut-être appris à utiliser un dictionnaire pour chercher un caractère, c'était beaucoup plus laborieux. Oui. Et donc les temps d'apprentissage étaient plus longs. Par ailleurs, il y a aujourd'hui tous les supports possibles que vous pouvez imaginer qui sont disponibles, audio, texte, qui étaient beaucoup moins répandus quand j'ai commencé, pour ce qui me concerne, à apprendre la langue chinoise. Donc je pense que, évidemment, la langue reste aussi difficile qu'elle l'était antérieurement. Mais les techniques dont on dispose aujourd'hui, les outils dont on dispose, permettent peut-être quand même de gagner un petit peu de temps. Et donc j'encourage tous ceux qui, comme vous, ont fait ce choix-là. C'est un choix important, c'est un choix passionnant d'abord. Et c'est un choix, je crois, important parce que, vous le savez évidemment mieux que beaucoup, c'est un pays qui comptera toujours davantage dans la vie de notre pays, de nos compatriotes. Et on a besoin de gens de votre génération qui essaye de décrypter, de comprendre, d'apprendre ce qu'est ce pays. Et donc j'espère que comme vous, beaucoup d'étudiants en sciences politiques ou d'autres disciplines feront le choix de cet apprentissage. Donc pour en venir maintenant à vos missions en tant qu'ambassadeur, vous avez précédemment été ambassadeur de France au Vietnam. Comment se déploie la diplomatie française dans un pays qui est aussi vaste et aussi peuplé que la Chine ? Alors, effectivement, le réseau de la France en Chine est un réseau très étoffé qui comprend à sa tête, si on peut dire, notre ambassade à Pékin, qui elle-même est une des très grosses ambassades de notre réseau. Et puis, c'est un réseau qui s'appuie également sur nos 6 consulats généraux, à Shanghai, à Canton et à Hong Kong, mais également à Wuhan, à Chengdu, qui est la capitale de la province du Sichuan, dans le centre-ouest de la Chine, et puis à Shenyang, dans le nord-est de la Chine. C'est un réseau aussi qui s'appuie sur nos alliances françaises. Nous en avons 14 aujourd'hui en Chine. La plus récente, c'est celle de Shenzhen, qui a été inaugurée juste après la visite en Chine du président de la République au printemps 2023. Donc c'est un réseau qui se veut délibérément étoffé, qui se veut au contact
de la totalité du territoire chinois, ou en tout cas de l'essentiel du territoire chinois, parce que nous voulons avoir cette capacité de parler non seulement aux interlocuteurs officiels des grandes métropoles, mais nous avons envie que notre message, ce que nous sommes, soit connu, apprécié du plus vaste public possible. C'est le sens d'ailleurs de ce que nous avons fait cette année en matière culturelle, puisque à la faveur de cette année 2024, qui était le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, eh bien c'est plus de 800 événements culturels français qui se sont produits en Chine, dans 49 villes. Donc vous voyez que non seulement les grandes métropoles, mais des villes peut-être moins importantes ont eu la possibilité d'être au contact avec la France. On avait d'ailleurs voulu l'illustrer d'emblée avec l'ouverture de cette année 2024 à Harbin. Peut-être que le nom vous est familier. Harbin, c'est la capitale de la province la plus au nord de la Chine, qui est donc aux confins de la Sibérie russe. Et donc, qui est Harbin, connu notamment pour son festival des glaces, de reconstitution de monuments du monde en glace et en neige. Eh bien, Notre-Dame, dont le président de la République a présidé à la réouverture il y a quelques semaines, au mois de décembre, eh bien, symboliquement, Notre-Dame était présente en Chine au début du mois de janvier 2024, sous forme de glace, plus de 20 mètres de haut, et elle était à côté d'une reconstitution du Temple du Ciel, avec un pont qui reliait symboliquement les deux monuments. C'était un symbole d'amitié entre la France et la Chine, un beau symbole que nous avons voulu faire montrer à travers toutes les télévisions chinoises à un public très, très large. Et c'est une image d'ailleurs qui a été, je crois, également relayée en France. Donc c'est très important pour nous, en effet, d'être au contact constamment d'un public chinois qui s'intéresse à la France, qui aime la France, et naturellement que l'on souhaite voir continuer à s'intéresser à notre pays. Justement, quelles sont les priorités de ce réseau diplomatique dans le pays ? Alors il y en a, évidemment beaucoup. Une première priorité, c'est évidemment que le dialogue politique entre la France et la Chine soit aussi dense que possible. C'est la volonté des deux présidents, c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent l'un et l'autre à intervalles très, très réguliers. Je rappelais que le président Macron s'est rendu en Chine au printemps 2023. Le président Xi Jinping s'est de son côté rendu en France en visite d'État au mois de mai 2024. Les deux présidents se voient en marge des sommets internationaux. Et ce qui est vrai s'agissant des présidents est évidemment vrai aussi pour les principaux responsables gouvernementaux des deux pays. Le Premier ministre chinois s'est rendu en France de son côté au mois de juin 2023. Nous réfléchissons à une possible visite du Premier ministre français en Chine. Les ministres, dans un sens et dans l'autre, voyagent pour aller à la rencontre de leurs homologues. Et donc nous sommes là pour mettre en musique, si je peux dire, organiser cette mécanique de contact politique régulier sur les grands sujets de notre temps, les grandes crises mondiales, les enjeux globaux. Donc ça, c'est un premier enjeu. Il y a un deuxième enjeu qui est d'être en appui de nos entreprises et des intérêts économiques français de façon générale. Donc il s'agit pour nous à la fois d'appuyer concrètement l'action de nos entreprises dans le pays, de permettre à des entreprises françaises qui ne seraient pas encore, le cas échéant, sur le marché chinois, d'y trouver une place. D'expliquer à l'inverse à de possibles investisseurs chinois les atouts que pourrait représenter un investissement en France. Et encore une fois, pour aller un peu vite, troisième dimension qui est ce lien entre les sociétés civiles françaises et chinoises. C'est-à-dire donner la possibilité à tous et à toutes de connaître ce qui se fait en Chine dans les domaines d'expertise respectifs.
Pour les étudiants français, c'est la possibilité d'aller en Chine. Pour les étudiants chinois, de venir sur nos campus en France se former. Donc mettre au contact de cette façon-là les jeunes élites françaises et les jeunes élites chinoises. Mais ce qui est vrai pour les étudiants, c'est vrai aussi pour les artistes, c'est vrai pour les scientifiques, c'est vrai en réalité pour à peu près tous les métiers. Nous avons une tradition de coopération avec la Chine dans de nombreux domaines. J'aurais pu citer la santé, par exemple. De nombreux médecins chinois ont été formés en France. C'est très important. C'est important évidemment pour ceux qui seront amenés à soigner à leur retour en Chine. Mais c'est important aussi pour la santé des Français. Parce qu'avoir des médecins chinois formés dans les écoles françaises de médecine, c'est la possibilité pour nos médecins d'avoir des contacts privilégiés en Chine, de savoir ce qui se passe dans ce pays en matière de santé, de savoir les innovations, le cas échéant, qui sont mises en œuvre en Chine sur le traitement de certaines pathologies. Et donc c'est des coopérations qui sont fondamentales et qui sont au service de la France et des Français. Et donc on les conduit avec beaucoup d'enthousiasme. D'accord. Pour revenir à une question peut-être un peu plus personnelle, est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote sur ces bientôt 2 premières années en Chine qui vous marque, qui vous a marqué? Peut-être sur le plan culturel aussi. J'évoquais naturellement un moment important de la vie d'une ambassade et d'un ambassadeur. C'est, je vous le disais, quand les deux présidents se rencontrent. Oui. Quand notre président se rend en Chine, quand le président chinois vient en France. Je vais donner deux éléments. Quand le président Macron se rend en Chine au mois d'avril 2023, le président Xi Jinping l'accueille à Pékin de façon tout à fait formelle et conforme à l'usage. Mais le lendemain, il fait le choix très personnel de traverser le pays pour aller l'accueillir à Canton, à nouveau, et avoir avec lui une conversation approfondie dans un cadre très différent de celui dans lequel les échanges diplomatiques au plus haut niveau interviennent traditionnellement et surtout en Chine. Et de la même façon, le président Macron a voulu, après avoir accueilli le président Xi Jinping à l'Élysée au mois de mai dernier, l'accueillir dans un lieu qui était très symbolique pour lui, dans les Pyrénées, et donc avoir la chance au fond de participer à ces moments où les deux présidents se retrouvent en très petit format pour des discussions de fond sur des questions qui sont fondamentales pour l'avenir des Chinoises et des Chinoises d'un côté, des Françaises et des Français de l'autre. C'est évidemment un moment tout à fait important. Il y en a d'autres, bien sûr, ce serait un peu long de les évoquer tous. On a vécu beaucoup de belles choses en Chine à la faveur de ce 60e anniversaire des relations diplomatiques. Le château de Versailles à la cité interdite, par exemple, était un moment particulièrement symbolique, mais plus récemment l'ouverture d'un centre Rodin à Shanghai. Autant d'événements qui montrent que la France est très active, très présente et très attendue en Chine, et qui donne envie de continuer. On a la chance d'avoir une équipe extrêmement motivée dans notre réseau Chine, et donc on travaille avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et d'ambition. Voilà, j'avais peut-être une dernière question plus globalement sur votre parcours, votre carrière. Qu'est-ce qui vous a donné cette étincelle pour vous lancer dans la diplomatie et rejoindre le Quai d'Orsay et poursuivre une carrière diplomatique? Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être un petit peu vous parler, parce qu'en réalité, c'est vrai, moi je n'avais aucun lien familial avec ce monde de la diplomatie. Donc on ne se réveille pas un jour en se disant ça y est, j'ai eu une épiphanie, je sais que je vais... Enfin, peut-être que ça arrive à certains, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées pour ce qui me concerne. Simplement, je crois que c'est peut-être important pour vous, mais c'est peut-être pas superflu qu'un certain nombre de vos collègues puissent l'entendre. Ça se fait de façon progressive. Quand au départ vous avez un goût pour la découverte d'autres cultures, d'autres langues,
quand vous êtes passionné d'histoire, de géographie, quand vous constatez qu'à partir du lycée, spontanément, vous allez regarder un petit peu les informations sur ce qui se passe dans telle partie du monde ou dans telle autre, et que plus le temps passe et plus vous vous rendez compte que quand vous avez la chance d'avoir un interlocuteur d'un pays ou d'un autre, vous l'interrogez sur ce qui se passe dans son pays, sur ce qui va pas, les relations de la France avec son pays. Petit à petit, vous vous dites, tiens, dans le fond, il y a un métier qui pourrait correspondre à ce goût que vous avez pour cette connaissance. Quand s'ajoute à ça l'idée que vous pouvez exercer un métier qui est fondamentalement au service de notre pays, mais au service de nos concitoyens. Et que vous pouvez faire partie de celles et de ceux qui, à l'étranger, loin de la France parfois, eh bien, non seulement représentent le pays, mais promeuvent les intérêts de notre pays, eh bien, vous vous dites, ça c'est un métier merveilleux. Et de fait, quand vous raisonnez comme ça, vous ne vous trompez pas, c'est un métier merveilleux, c'est un métier exigeant, c'est un métier parfois que les Françaises et les Français connaissent peu et que je suis sûr qu'ils seraient heureux de connaître davantage. C'est un métier où, je vais vous prendre un autre exemple pour parler de la Chine et en plus pour parler d'une période où je n'y étais pas. Quand le Covid a débuté, rappelons-nous, la France avait besoin, comme partout ailleurs en Europe, de masques, de blouses, de matériel. Beaucoup de ces choses-là étaient fabriquées en Chine. Mon prédécesseur, avec son équipe à l'époque, l'équipe que je pilote aujourd'hui, a été engagé jour et nuit, littéralement jour et nuit, pour permettre à nos établissements de santé de disposer des blouses dont ils avaient impérativement besoin, pour permettre aux Françaises et aux Français d'avoir accès aux masques dont ils et elles avaient besoin. C'est aussi ça la diplomatie, c'est être au service des Français, c'est d'abord ça, c'est être au service des Français, souvent loin de notre pays, pour répondre à des besoins, pour les défendre, pour faire en sorte que, au fond, ce devoir de protection qui est celui que l'État doit à ses citoyens, eh bien, il commence loin de nos frontières, là où sont nos intérêts. Je crois que pour évoquer un autre moment de cette période-là, vous savez, quand le Covid a commencé, tous les vols se sont arrêtés. Et vous aviez des Français qui étaient bloqués dans le monde entier. Qui étaient partis en vacances, certains qui vivaient dans... et il a fallu organiser une opération massive de rapatriement des Français puisqu'ils n'avaient plus matériellement la possibilité de rentrer en France. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères, avec, je dois dire, une efficacité exemplaire, a organisé dans le monde entier des opérations qui ont permis aux Françaises et aux Français de retrouver les leurs, de revenir en France. Bon. Tout ça, c'est des choses qui vous motivent comme diplomate. Parfois, vous pensez partir dans un pays relativement calme et vous vous retrouvez au milieu d'une crise. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais en 2011, j'étais à l'époque le conseiller pour l'Asie du président de la République. Notre ambassadeur au Japon s'est trouvé avec son équipe du jour au lendemain basculé de la vie classique, ordinaire du Japon à une situation de crise massive avec Fukushima. Et là aussi, il a fallu basculer en quelques heures dans un mode de gestion de crise au service d'abord des Françaises et des Français qui étaient au Japon, et puis bien sûr prendre les mesures de protection nécessaires qui s'imposaient. C'est un métier où il faut se réinventer en permanence, c'est un métier qui réclame beaucoup d'humilité, beaucoup de volonté de servir, mais dont je crois la noblesse est d'abord et avant tout d'être au quotidien au service de nos compatriotes. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, merci pour votre temps. Merci à vous. Ça y tient. Et si vous me permettez, vous me disiez que vous êtes aujourd'hui, vous apprêtez à commencer un stage dans une mission de défense.
voudrais simplement vous dire que c'est là aussi un point commun un peu entre nous, puisque un des éléments qui m'a orienté encore un peu plus vers le monde de la diplomatie, à l'époque où j'avais à peu près votre âge, le service militaire existait encore. Comme j'avais fait des études de chinois, eh bien, l'état-major avait décidé de m'affecter à un service de renseignement qui s'appelait la direction du renseignement militaire, qui s'appelle toujours la direction du renseignement militaire. Et cette expérience militaire m'a mise au contact pour la première fois du ministère des Affaires étrangères et donc de ce métier de la diplomatie. Donc je forme le vœu que vous choisissiez la voie que vous souhaitez, bien entendu, mais que si cette expérience dans le secteur de la défense au Sénégal conforte votre goût, eh bien je suis convaincu que le ministère sera heureux de vous ouvrir grandes ses portes et de vous permettre de marcher sur les traces d'un certain nombre d'ambassadeurs qui sont aujourd'hui réunis ici. Merci, merci monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.